Il faut qu'on descende cet écran. Ah. Ok. On va lancer un peu. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Après, c'est peut-être quelques points d'adaptation de diffusion à l'écran. Donc, c'est un webinaire dans lequel nous allons vous présenter 3 façons de faire des économies sur vos achats indirects avec SAP. Donc, je suis Adèle Ferry, consultante, et je suis accompagnée pour ce webinaire de Marc Évrard. Bonjour à tous. Donc, le webinaire va se composer en 2 parties. Dans la première partie, nous développerons 3 leviers pour réaliser des économies. Cette partie durera une trentaine de minutes. Et dans la seconde, nous répondrons aux éventuelles questions que vous nous poserez pendant un quart d'heure. Si toutefois nous n'avions pas le temps d'aborder toutes les questions, nous vous répondrons par mail à l'issue du webinaire. Nous allons vous présenter des démos au cours de ce webinaire qui sont basées sur les technologies suivantes. Donc, une solution SAP Business Suite, donc ECC6, une solution SAP Fiori, SAP UI5 et une solution SAP Analytics Cloud. Je vous laisse avec Marc qui va vous présenter le sommaire. Merci Adèle. Donc, sur cette première partie, nous allons aborder les 4 premiers chapitres. On commencera par partager des constats qu'on a fait ensemble à travers nos clients, nos prospects et aussi les autres acteurs du marché. Ensuite, je laisserai la main à Adèle pour vous présenter la fonctionnalité du PunchOut pour dématérialiser vos catalogues fournisseurs. Elle me la rendra pour parler pilotage des budgets d'achat indirects. Et puis, on terminera par une partie plus orientée reporting pour analyser vos achats. Et enfin, ça sera votre moment avec les questions-réponses que vous pouvez poser au fur et à mesure du webinaire à travers l'outil de chat. Donc, si on s'attarde sur la structure des achats des entreprises, on distingue en général 3 typologies d'achats. Ce qu'on appelle les achats de production ou les achats directs, c'est la partie qui est représentée en bleu sur le graphique. Donc, ça représente la plus grande partie des dépenses directes et la plus faible volumétrie en termes de nombre de commandes, de nombre de fournisseurs, nombre de références. Et puis, on a ce qu'on appelle les achats de classe B ou de classe C, qui sont 2 sous-familles d'achats dits indirects ou achats hors production, qui représentent la plus faible partie des dépenses, mais qui va représenter la plus grosse volumétrie, que ce soit en termes de nombre de références, de nombre de fournisseurs ou de volume de commandes. Du coup, on comprend bien à l'aide de cette volumétrie que le problème sur les achats indirects, un des problèmes principaux qui se posent aux entreprises aujourd'hui, c'est d'être efficace pour gommer des coûts cachés, des coûts de traitement administratif, de création d'un fournisseur, de création d'une commande, de validation d'une commande, etc. Avec des sources multiples, avec entre autres la volumétrie, mais pas que, qui génèrent ces coûts. D'accord ? Donc pour ces coûts cachés, eh bien, nous verrons comment le PunchOut peut vous aider en fait à gagner en efficacité et à gagner pour réduire ces coûts cachés. En dehors de ces coûts cachés, si on s'attarde sur la part des achats indirects, on a différentes familles qu'on retrouve à l'intérieur de ces achats, avec certaines familles qui représentent des actes d'achat plutôt récurrents. On pense notamment à tout ce qui est frais de voyage, frais de déplacement, des prestations d'entretien ou de maintenance ou des fournitures de bureau. Et puis, il reste à l'intérieur une catégorie qu'on qualifie parfois d'achat dit sauvage, parce que c'est une catégorie qui est moins normalisée, qui est moins administrée, qui est moins gérée.
Et donc, très souvent, cette catégorie, finalement, représentant qu'une petite partie des dépenses d'achat indirect, c'est une catégorie qu'on a tendance un peu à négliger. Vous avez peut-être entendu autour de vous des personnes se dire bah, je ne vais pas négocier cet achat parce que franchement, ça serait une perte de temps, ça ne sert à rien. C'est vrai que quand on est dans une démarche d'achat, autant se concentrer sur ce qui représente le plus de volume et le plus de dépenses et le plus de récurrence afin de générer le plus possible d'économies. Néanmoins, quand on tient ce raisonnement, on se prive d'une partie d'opportunités faciles de négociation et donc d'économies qu'on pourrait faire en plus de ce qu'on a déjà rationalisé. Et donc, on verra à travers ce webinaire qu'il est intéressant de se préoccuper de ça et d'inciter en fait les managers et les opérationnels à aller là-dessus et à générer des retours sur investissement positifs pour l'entreprise. Voilà, assez parlé pour cette introduction. Je vais tout de suite rendre la parole à Adèle qui va vous présenter le punch-out. Merci Marc. Alors, le punch-out, c'est initialement un terme qui a été créé par la société Ariba et qui s'est ensuite largement démocratisé parmi les fournisseurs de solutions achats. Le punch-out, c'est avant tout un catalogue électronique qui fait partie intégrante de solutions d'e-procurement des entreprises et qui va permettre de dématérialiser les transactions commerciales entre une entreprise et son fournisseur. Alors, on va distinguer ici le punch-out du e-catalogue. Le e-catalogue, c'est une solution qui va être plus adaptée pour des catalogues avec un faible niveau de référence. C'est également une solution qui va être statique, où par exemple, on ne va pas avoir de vision en temps réel de données comme les délais de livraison. On a un risque d'appauvrissement de l'information, ce qui peut générer une frustration de l'utilisateur, tout comme la performance des outils de recherche qui peut s'en trouver dégradée. Le punch-out, c'est une solution qui va être plus adaptée pour un catalogue qui comprend de nombreuses références. Les informations vont être mises à jour en temps réel et par le fournisseur, ce qui va nous permettre d'avoir une richesse de l'information qui est mise à disposition. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a des risques liés à la mise en place du punch-out et quelles sont les précautions qu'il faudrait prendre? Dans un premier temps, on peut se questionner concernant la sécurité. Est-ce que les informations sensibles vont être transmises aux fournisseurs? Alors non, les informations ne sont pas envoyées au catalogue de notre fournisseur. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une solution complexe à mettre en place, alors qu'en fait, il s'agit ni plus ni moins qu'un chantier de mise en œuvre d'interface. Enfin, on pourrait croire qu'on a une moindre maîtrise des prix, contrairement au e-catalogue, et ça, c'est simplement un facteur psychologique du fait que ce n'est pas l'utilisateur qui intègre les prix dans son système, mais non, il n'y a pas de raison fondée à penser qu'on perd la maîtrise de ces prix. Alors, le punch-out, c'est une offre qui est en pleine expansion. Autrefois, il était du ressort exclusif des principaux fournisseurs, mais comme le coût de la technologie a largement baissé, les petites et les moyennes entreprises peuvent désormais se permettre de proposer des offres de catalogue punch-out. Donc, ce qu'on vous présente sur cette slide, c'est une liste non exhaustive des fournisseurs avec lesquels vous pourriez travailler en punch-out. Passons maintenant à la démo. Donc, je suis connectée sur mon environnement Fiori avec la casquette d'un acheteur qui est Michael Jones. Je vais venir ici dans l'application Easy Procurement de gestion des demandes d'achat. Apparaît sur ma gauche une liste des demandes d'achat que j'ai déjà créées. Je peux voir auprès de quel fournisseur j'ai créé ma demande, quel en est son montant, quel est le statut et la date. Dans l'écran de droite, j'ai le détail de la demande sélectionnée. Je pourrais voir notamment le détail des postes et potentiellement où elle est dans le statut d'approbation. Donc, je vais venir créer une demande d'achat. Je ne vais pas venir sélectionner directement mes articles, mais je vais venir sélectionner ici le fournisseur avec lequel je souhaite travailler. Donc, je sélectionne le fournisseur Office Dépôt et en un clic, je vais accéder à son catalogue, enfin à son site de e-commerce. Donc, en tant que Michael Jones, je fais mes achats. La situation sanitaire nous imposant de renforcer nos mesures d'hygiène, je vais renforcer mon stock d'essuie-mains.
Donc, je fais mes courses, j'ajoute tout ce qui m'intéresse au panier et ensuite, je viens valider mon panier. Donc, on retrouve ici le récapitulatif des articles. Et une fois qu'on clique sur « Continuer », l'intégralité du panier est directement renseignée dans SAP sous forme de différentes lignes. En tant qu'acheteur, il ne me reste plus qu'à renseigner l'imputation de ma demande. Je peux confirmer mes modifications et l'enregistrer. Je vais voir, une fois que celle-ci sera enregistrée, je vais avoir son numéro et je vais la retrouver dans la liste des demandes d'achat que je vous présentais auparavant. Donc, la voici. Donc, voici pour cette démo. Je rends la parole à Marc qui va vous montrer un moyen de maîtriser vos budgets d'achat indirect. Merci Adèle. Donc, pour démarrer sur cette problématique de suivi budgétaire, d'abord partageons des constats. Le premier constat, celui qui est à gauche, c'est qu'aujourd'hui, la technologie existe et que les entreprises sont équipées. On a des outils qui nous permettent de faire ça. Alors, soit on retrouve chez des clients des fonctionnalités qui sont natives dans SAP, soit les clients sont mieux équipés avec soit des outils de planning ou de BI pour gérer leur budget. Et donc, ces outils qui sont aujourd'hui à disposition permettent à la fois de charger le budget dans le système avec un niveau de détail suffisant pour représenter les différents niveaux de responsabilité dans l'entreprise. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, en matière de budget, on met le focus principalement sur la phase de construction, sur la phase d'élaboration budgétaire, et beaucoup moins sur la phase qui suit une fois que ce budget est constitué, c'est-à-dire son suivi et l'analyse des écarts. Donc, ce qu'on constate assez fréquemment, c'est au fur et à mesure du temps, une fois que le budget a été arrêté, une perte de visibilité sur ce budget, notamment parfois des derniers arbitrages qui peuvent être faits au niveau central, qui ne sont pas forcément communiqués jusqu'au niveau des responsables de budget. Le dernier constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, si ces données de budget sont chargées dans des systèmes, comme on l'a vu précédemment, elles ne sont pas forcément toujours accessibles. Et donc, c'est difficile pour les responsables budgétaires, pour des opérationnels, d'avoir accès à ces données en temps réel au moment où, finalement, ils doivent prendre des décisions. Ce qu'on propose pour remédier à ça et pour inciter un peu plus le responsable de budget à piloter ses dépenses et à venir négocier en fait les achats qu'il aura à faire, c'est de remettre le responsable budgétaire au centre du jeu, de lui permettre d'avoir accès en fait à ses données budgétaires, à le niveau d'engagement qu'il a en temps réel, de façon à ce qu'il puisse prendre des décisions en connaissance de cause. Donc ça, c'est l'attaque, si vous voulez, dans notre stratégie. Il y a un deuxième aspect qui est plus défensif, c'est que au moment où on va atteindre le seuil ou l'instant de vérité en termes de budget, on va pouvoir opérer un contrôle systématique des autorisations de dépenses qu'on ne ferait pas évidemment en temps normal. Je vais développer un petit peu plus ce point sur la slide d'après. Si on a représenté ici une organisation, par exemple le type, et sur cette organisation, en matière d'achat, en général, on a chaque niveau de la hiérarchie qui a un niveau de responsabilité et une délégation qui lui permet d'engager des dépenses jusqu'à une certaine hauteur. D'accord ? Donc jusqu'à 5 000 € par exemple pour le responsable des applications commerce et marketing, le seuil supérieur pour le responsable de toutes les applications jusqu'au niveau du DSI. Donc ça, c'est quand tout va bien et entre guillemets qu'on est dans les clous de ce qui était prévu au niveau de notre budget. Maintenant, que se passe-t-il si on dépasse ce seuil, d'accord, et si on arrive dans une zone orange? Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dynamiquement soumettre jusqu'au niveau du responsable budgétaire les validations. Ainsi, si jamais je suis dans cette situation de dépassement, le DSI qu'on voit tout là-haut aura à valider
tous les achats indirects, quel que soit leur montant, y compris des choses qu'ils ne voyaient peut-être pas avant. Voilà. On va maintenant passer à une petite démo sur cette partie-là. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer le côté offensif, tel que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer une application qui est une application standard SAP qui s'appelle Mes dépenses en français, MySpend. MySpend va me permettre, donc là j'ai un autre utilisateur, je suis un responsable de budget, Julien Meunier, eh bien, de représenter en temps réel où est-ce que j'en suis du budget sur mon périmètre de responsabilité. Donc les deux rectangles qui s'affichent ici représentent mon périmètre de responsabilité. Julien Meunier, je suis un responsable bien de 2 centres de coûts dans la structure et donc Business Process Owner et IT Department. Et puis les couleurs qu'on a qui sont affichées ici, ben, en fait, elles correspondent simplement à mon avancement par rapport à la consommation de mon budget. Donc en rouge, ben, je suis en train de dépasser mon budget, alors que quand je suis vert, je suis encore loin du budget. Voilà. Une autre façon de le représenter, peut-être un peu plus conventionnelle et un peu plus parlante, c'est comme ça, sous forme de tableau, où là, je vais retrouver chacun des centres de coûts, donc Business Process Owner, IT Departments, avec une colonne qui représente le réalisé, une colonne qui représente l'engagement et une colonne qui me montre le disponible. Ça, c'est ce que je peux avoir pour, à tout moment pour voir où est-ce que j'en suis de mon budget. Ensuite, par rapport à mon acte d'achat, en tant que valideur, eh bien, je vais avoir une application qui va me permettre de valider en fait les demandes d'achat dont j'ai la responsabilité. D'accord? Et donc, ce que je vais avoir, c'est dans l'application de validation de demande d'achat, 2 indicateurs qui vont me permettre de me modéliser où est-ce que j'en suis du budget qui est engagé. Donc là, je vois que je suis à 93% sur cette demande. Et quel est le montant restant du budget disponible. Là, on voit qu'il me reste un peu moins de 10 000 euros. Donc, j'ai ces informations en disponible et je vais pouvoir valider cette demande d'achat en connaissance de cause. D'accord? Maintenant, pour vous montrer le côté un peu plus défensif, je vais passer avec un autre utilisateur. Donc, je vais revenir sur l'utilisateur tout à l'heure, Michael Jones, qui créait les demandes d'achat. Donc, Michael Jones, dans son historique de demande d'achat, il a créé celle-ci avec le fournisseur Sensio. Donc, je vois le montant de la demande d'achat, un peu plus de 1 000 euros. Il l'a imputé sur mon centre de coût, si vous vous rappelez, qui est en vert par rapport à la consommation de mon budget. Et donc, dans le circuit de validation, je vais avoir une validation simple. C'est ce qui est défini quand, effectivement, je suis dans les clous de mon budget. A contrario, la demande d'achat qui a été créée pendant ce webinaire, c'est une demande d'achat d'un montant inférieur. Je suis sur le centre de coût IT Department qui, lui, est en dépassement de budget. Et donc, je vais avoir un circuit de validation qui va être différent, où je vais retrouver le valideur habituel, d'accord, plus, eh bien, ici, Adèle Ferry, qui va devoir valider ce dépassement de budget. Je reviens maintenant à mon support. Nous allons maintenant attaquer la dernière partie de notre présentation consacrée au reporting sur l'analyse de vos achats indirects. Alors, en matière de reporting achat, ce qu'on peut dire, je pense que si vous connaissez si vous avez ce sujet dans votre entreprise dont vous avez la responsabilité, vous partagerez, c'est que c'est un sujet épineux. Épineux, pourquoi? Parce que on a vu, on a de la volumétrie, fournisseurs, références, commandes, etc. Et puis ensuite, si on rajoute là-dessus des indicateurs divers et variés, des indicateurs sur des montants commandés, payés, réceptionnés, des indicateurs sur des quantités pour avoir des idées de volume, des axes d'analyse qui peuvent être divers, des axes analytiques, de demandeurs, etc. Si j'ajoute tout ça et que j'essaie de résoudre d'adresser tous les besoins, ça peut devenir très compliqué. D'accord? Alors, néanmoins, on a besoin d'y voir clair là-dedans, donc comment on s'en sort? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs approches, avec je dirais une graduation dans l'approche. En fait, la première approche, qu'on va représenter à gauche, c'est ce qu'on peut appeler peut-être le reporting opérationnel. On a besoin de donner à nos opérationnels
de quoi extraire sous forme de listes, de tableaux, donc à partir de requêtes, les données qui les concernent. Donc, on est sur des requêtes type qu'on donne à un public assez large qui va en avoir une fréquence d'utilisation élevée et ces utilisateurs vont manipuler des volumes de données qui vont être plutôt faibles, moyens. Alors, on ne parle pas en nombre de lignes, mais pour donner une échelle, les interrogations qu'ils vont faire, ça va être quelque chose qui va tenir assez facilement et qui va être manipulable dans un fichier Excel. Donc ça, c'est un besoin opérationnel. Ça va permettre aux utilisateurs de projeter des situations et de les réinterroger de façon périodique. On vous montrera un exemple, une illustration à travers un report. C'est un simple report ABAP que nous avons développé chez Sensio. Et puis, deuxième besoin qui, lui, va être plus analytique, c'est celui qu'on a représenté à droite. On a besoin d'analyser les données achats et de pouvoir les explorer. Alors, ici, on va s'adresser à un public un peu moins large. On va s'adresser à un public qui est capable de comprendre le modèle de données et qui va être capable de l'analyser. On va avoir aussi une fréquence d'utilisation qui probablement sera moins fréquente que dans le premier cas. Par contre, la grosse différence, c'est que là, on va être susceptible de manipuler des volumes de données qui sont très, très importants. Voilà, si on fait des analyses d'années versus années précédentes, on va rentrer sur des volumes très, très importants. Et ça, on va vous l'illustrer sur la démo qui va suivre. Et c'est pareil, nous, on a choisi, pour répondre à ce besoin, la technologie SAP Analytics Cloud. Pourquoi on a choisi cette technologie? Pour deux raisons. La première, c'est que ça s'intègre très bien au modèle de données achat de SAP. Et la deuxième, c'est que c'est une technologie qui permet à un utilisateur, sans être un expert technique, de concevoir lui-même, de mettre à disposition ses rapports et de s'approprier complètement le modèle de données. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je vais de nouveau repasser par mon interface Fiori. Et donc, le premier exemple de rapport que je vais vous montrer, c'est voilà, le fameux report de type requête. Je vais avoir ici des paramètres de sélection. Je vais pouvoir choisir avec différents paramètres, exécuter mon rapport pour avoir le résultat. Voilà. Donc ici, j'ai une liste de demandes d'achat et puis je vais avoir sous forme de colonne les informations qui m'intéressent. Donc ici, par exemple, c'est le statut de la demande d'achat, est-ce qu'elle est validée ou pas, la date à laquelle elle a été créée, qui est le valideur, le montant, les imputations, etc. Qu'est-ce qui est acheté. D'accord? Donc je peux avoir ici, je vous ai pris l'exemple de demande d'achat, je peux avoir le même type de besoin sur des données plutôt de commande d'achat ou même sur des données de lignes de commande d'achat. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de l'échelle de mesure. Eh bien, le fameux fichier Excel, ce qui est important, c'est que ce reportingage puisse l'exporter dans un fichier Excel pour pouvoir l'exploiter par ailleurs ou en conserver une trace. Ça, c'est mon premier besoin, le besoin plutôt opérationnel. Si maintenant, je vais vous montrer le deuxième besoin, donc je vais cliquer sur cette tuile qui va me permettre de passer sur le cloud, donc de passer sur mon reporting achat. Et donc, ce que je vais retrouver ici, c'est un exemple de page de représentation. Je vais être, donc j'ai ici, dans l'encadré bleu, les informations sur lesquelles je me base. Donc là, je suis sur des données, par exemple, de l'année dernière, de 2019. Je vais voir en fait des informations très succinctes, mon montant total d'achat, d'accord, un nombre de commandes que ça représente. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez le voir, parce que c'est en vert, donc c'est un peu clair, mais je vais avoir la variation par comparaison par rapport à un exercice là, c'est l'exercice 2018. Et ensuite, dans cette page, je vais avoir différentes représentations. Donc, on est sur quelque chose de très visuel. En haut, eh bien, le montant de mes achats répartis par mois sur l'année que j'ai sélectionnée. Et puis, en bas, je vais retrouver la représentation, mais cette fois-ci sur d'autres axes. Donc, par exemple, ici, une vue plutôt par fournisseur, ou alors une vue par famille d'achat. Donc, ici, nous, on s'est basé sur la hiérarchie de produits.
Et puis, ce qui va m'intéresser surtout, c'est peut-être de voir dans ces familles d'achats, qu'est-ce que qui passe par des contrats que j'ai négociés avec des fournisseurs et qu'est-ce qui passe en dehors de ces contrats. D'accord? Donc, ce que va permettre SAP Analytics Cloud, par exemple, c'est de m'offrir une fonctionnalité de drill down. Donc, par exemple, je vais cliquer ici sur mes consommables et instantanément, mon graphique va s'actualiser en fonction de cette information-là. Et donc, je vais voir ici cette répartition sur cette famille d'achats. Je vois que je suis à 71% sur des achats dans 2 contrats. D'accord? Alors, c'est un exemple de représentation sur reporting achat. Une autre fonctionnalité intéressante, je vous ai parlé tout à l'heure d'exploration. Si je clique ici, vous voyez Explorer Available, je vais passer dans une autre vue de ce qu'il est possible de faire avec SAP Analytics Cloud. D'accord? Donc là, je pars sur le sous-graphe que j'ai voulu afficher. Et donc, je vois là-haut, en fait, dans mon volet d'exploration, eh bien, les différents indicateurs, ici les measures, et puis je vais avoir également les différents axes d'analyse qui sont disponibles. Donc, je vois uniquement ceux qui sont utilisés dans cet indicateur-là, mais je peux en rajouter en cliquant sur le petit plus. Et donc, je vais pouvoir rajouter tous les indicateurs qui sont mis à disposition ici. D'accord? Donc, si par exemple, je suis intéressé pour avoir les fournisseurs ou pour avoir un autre indicateur comme les types de produits, je vais simplement je vais simplement cliquer ici. Je vais maintenant changer la représentation de mon graphique. En fait, je vais pouvoir choisir parmi toutes ces représentations et là, je vais passer sur une simple vue de table. Voilà. Hop. Donc, ça s'actualise en bas de mon écran. Donc, je vois ici cette représentation. Et maintenant, simplement, en venant cliquer ici, en venant rajouter mes axes, je vais pouvoir enrichir mon tableau ici. Et je vais pouvoir explorer mes données en ajoutant les axes qui m'intéressent, en filtrant dessus ou en les excluant. D'accord? Donc, je vais avoir toutes ces fonctionnalités qui vont me permettre d'explorer et de manipuler un très, très gros volume de données. Cette fois-ci, on est sur des choses qu'Excel a du mal à suivre. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour être capable de faire des analyses et pour faire parler les données. Si toutefois, eh bien, je reste un aficionados d'Excel, c'est toujours possible. En fait, on a une fonction d'export qui vous va permettre de rapatrier les données et de les conserver dans un fichier Excel. Voilà pour cette partie reporting. Si vous voulez en savoir plus sur SAC, parce que je ne l'ai pas tellement développé ici, vous pouvez vous connecter sur le site Sensio et vous trouverez une présentation qui répondra certainement à vos questions. Et donc, nous avons terminé notre première partie de webinaire. Donc, pour finir, je vous ai mis ici les différentes offres que nous proposons en fait liées au sujet que nous avons dévoyé aujourd'hui. Et maintenant, nous allons basculer sur la deuxième partie du webinaire avec les questions. Voilà, merci pour votre attention. Alors, j'ai une question sur les tuiles qui sont dispo sur S4HANA. Alors, dans ce webinaire, on vous a présenté des tuiles standards SAP. Donc, par exemple, mes dépenses, sur lesquelles on vous a présenté le suivi de budget, c'est une suite standard SAP, donc elle est disponible dans S4HANA. Et on vous a présenté aussi des tuiles que nous avons développées nous. Par exemple, la tuile dans laquelle on a créé les demandes d'achat avec les punch-out. Donc, cette tuile Sensio, vous ne la trouverez pas dans S4HANA, sauf si vous nous demandez de l'installer. J'ai une deuxième question. Peut-on gérer le contrôle budgétaire sur projet? Effectivement, on peut le gérer. Aujourd'hui, dans le webinaire, je vous l'ai montré dans le cadre d'une section analytique sur des centres de coûts, mais la même application, on ne vous l'a pas montré là, permet tout à fait de gérer un contrôle budgétaire sur des objets d'imputation comme des projets, éléments d'OTP ou des ordres. C'est possible, oui.
Alors, je vais prendre cette question. On a une question, peut-on avoir du punch-out sur un autre environnement que Fiori? C'est vrai que là, on a choisi de vous le montrer sur Fiori parce que c'est plus joli, mais c'est une solution qui fonctionne avec SAP, donc aussi bien avec ECC6. Alors, dernière question, j'ai une autre question. Bon, bonjour, comment fonctionne l'intégration du catalogue Punchout dans Fiori? En fait, elle fonctionne d'une façon assez similaire à l'intégration du Punchout avec une solution SAP CC, c'est-à-dire qu'on utilise exactement la même technologie que avec ou sans Fiori. Voilà, pour répondre à la question. Alors, peut-on l'avoir sur des commandes d'achat? On imagine la solution Punchout. Alors là, on a choisi de la montrer avec les demandes d'achat, mais effectivement, on peut tout à fait l'appliquer aux commandes d'achat. Alors, pour préciser ma réponse, peut-on avoir du Punchout sur un autre environnement que Fiori? Donc, le Punchout fonctionne sur l'environnement SAP. Donc, si on parle de l'environnement SAP, ça va fonctionner, alors évidemment, avec les solutions SAP qui sont propres aux achats. Voilà, Ariba, SRM si vous utilisez. Ça va fonctionner aussi avec, à partir de la version SAP Business Suite, donc SAP ECC. Je ne sais plus exactement à partir de quel EHP, c'est le 4, je crois, de mémoire, mais ça se vérifie assez facilement. Et donc, évidemment, SAP Business Suite et sur S/4HANA, ça fonctionne toujours. Alors, question, quid des master data dans SAP, des objets présents dans le Punchout? Alors, les master data qu'on va utiliser sur les objets qui sont présents dans le Punchout, en fait, on va utiliser, nous on utilise des articles génériques, voilà, un article générique. On pourra en utiliser plusieurs, voilà, si des histoires d'imputation comptable l'exigent. Mais c'est simplement ce qu'on va utiliser qui va véhiculer donc toutes les références du fournisseur. Ça, c'est pour la référence l'objet SAP. Et donc, en échange de ça, on va recevoir le descriptif précis du produit de la part du fournisseur, la référence du produit dans le catalogue fournisseur, son prix, etc. Alors, autre question, est-ce que l'application de gestion des demandes d'achat permet de créer des demandes d'achat sur des projets? Oui, comme pour les autres applications. Ici, on vous a fait des démos avec descente de coûts, mais effectivement, toutes les imputations SAP sont supportées, y compris les projets. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Donc, on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre attention. Pour ceux qui n'auraient pas pu nous envoyer de questions ou s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pourrez nous les envoyer après le webinaire, bien entendu. On vous enverra de toute façon la présentation qu'on vous a déroulée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Merci.